Bonjour mesdames et messieurs, il est 13 h, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans votre journal. Le 55e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO s'est ouvert ce samedi au Nigeria. Le président Alassane Ouattara est présent depuis hier à Abuja pour y prendre part. Le nom et symbole de la future monnaie unique, le choix du régime de change et du modèle de banque centrale vont être définis lors de ce sommet. Dans ce journal, nous parlerons largement du programme social du gouvernement dont l'électricité pour tous est un pan essentiel. Vous le verrez, plusieurs localités du pays ont été mises cette semaine sous tension électrique au grand bonheur des populations qu'ils témoignent avec le sourire à suivre dans 10 minutes. La sélection nationale marocaine s'est qualifiée hier pour les huitièmes de finale de la CAN 2019 après sa victoire 1-0 face à la Côte d'Ivoire, un match disputé au stade Salam du Caire pour le compte de la deuxième journée. Avec cette victoire, le Maroc devient leader du groupe D avec 6 points. Vous entendrez quelques joueurs au micro de nos reporters présents au Caire. Je vous le disais en titre, le 55e sommet des chefs d'État de la CEDEAO s'est ouvert ce samedi à Abuja au Nigeria. Au cours des travaux, les chefs de l'État et de gouvernement auront à examiner plusieurs sujets importants et essentiels pour l'institution commune, notamment les questions économiques, politiques et monétaires, en particulier celle de la monnaie unique. L'objectif de tous ces échanges étant l'amélioration du bien-être des populations de l'Afrique de l'Ouest. Et bien entendu, le président Alassane Ouattara est présent à ce 55e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Le chef de l'État est arrivé depuis hier après-midi dans la capitale nigériane. Viviane Aïma, depuis Abuja, au Nigeria. Ce 55e sommet ordinaire de la CEDEAO ce samedi 29 juin à Abuja verra la participation effective une nouvelle fois du président de la République Alassane Ouattara, grand partisan de l'intégration sous-régionale et régionale. En témoignent les 2 mandats successifs qu'il a exercés en qualité de président en exercice de la CEDEAO. Le chef de l'État ivoirien est donc arrivé en fin d'après-midi dans la capitale politique de la République fédérale du Nigeria. Accueilli par les autorités politiques nigérianes, par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Nigeria, son Excellence Koné Maman, épouse Touré, qui est aussi ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de la CEDEAO, par le président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, les honneurs militaires lui ont été rendus. Le président de la République est accompagné à ce sommet par plusieurs membres du gouvernement. Présent aussi à l'accueil du président de la République, le personnel de l'ambassade du Côte d'Ivoire au Nigeria, ainsi que plusieurs hauts responsables de la diplomatie ivoirienne venus à l'avance pour les travaux préparatoires du sommet qui, de l'avis du président de la République, va permettre à la CEDEAO d'avancer sur plusieurs dossiers. La CEDEAO est notre institution commune et nous sommes venus pour ce sommet qui est un sommet annuel en fait. C'est un sommet important. Et comme vous le savez, le président Buhari en est le président en exercice de la conférence des chefs d'État. Nous aurons des points importants à l'ordre du jour. D'abord, faire le point de la situation globale de notre communauté, voir si des progrès continuent d'être faits et nous en sommes très satisfaits. Vous le savez, c'est notre compatriote Jean-Claude Brou qui en est le président de la commission et je dois dire que selon ce que tous les chefs d'État me disent, il fait un excellent travail. Donc je me réjouis également de le revoir et de l'entendre, de nous faire le point de sa mission comme président de la commission. Il y a des points importants, des points au plan économique, au plan politique, au plan monétaire, la question de la monnaie unique. Ces points sont essentiels pour notre communauté et tout cela pour que nous puissions travailler à améliorer le bien-être des populations de l'Afrique de l'Ouest. De nombreux jeunes Ivoiriens, heureux et fiers de revoir une nouvelle fois à Abuja leur président. Et c'est aussi avec grand plaisir que le président de la République a communié avec cette jeunesse ivoirienne.
Sur place, ici en Côte d'Ivoire, dans la nuit de jeudi à vendredi, Amadou Gon Coulibaly a offert un dîner en l'honneur de son homologue malien, Boubou Cissé, le Premier ministre du Mali, qui est en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. La coopération était au centre des discussions lors de ce dîner, avec pour priorité le renforcement de l'axe Yamoussoukro-Bamako. Le témoignage de Sidonie Davila. Amadou Gon Coulibaly et Boubou Cissé ont décidé de terminer en beauté la visite de travail et d'amitié effectuée par le Premier ministre malien. Le déjeuner offert par son homologue en son honneur a été un moment convivial au cours duquel la question du renforcement et de la diversification de la coopération bilatérale ont été, une fois encore, évoquées. Excellence, Monsieur le Premier ministre, cette visite est perçue comme une opportunité pour œuvrer au renforcement de notre coopération dont le potentiel est important. Mais au-delà des relations de coopération, ce sont de véritables liens séculaires de fraternité et de solidarité qui unissent nos deux peuples, qui ont en partie en commun l'histoire, la géographie et la culture. C'est notamment à ce titre que je tiens à exprimer ici le soutien et la solidarité du gouvernement et du peuple ivoirien au gouvernement malien dans sa lutte contre le terrorisme et dans ses efforts pour le retour définitif et durable de la paix au Mali. La Côte d'Ivoire et le Mali, deux pays unis par un traité d'amitié daté du 30 août 1962, ont réitéré leur engagement pour une assistance mutuelle. Les échanges féconds que nous avons eus au plan bilatéral et en réunion restreinte entre les membres de nos gouvernements respectifs préfigurent un avenir radieux pour le développement de nos relations. Monsieur le Premier ministre, chers frères, mon pays, le Mali, fait face à des défis aussi nombreux que complexes. Pour les adresser, le monde entier, dans un élan unanime de solidarité, a accouru à son chevet pour l'aider à se relever de la crise multidimensionnelle qui l'affecte depuis 2012. Dans cette mobilisation générale, la République sœur de Côte d'Ivoire n'est pas demeurée en reste. Votre pays, grâce au leadership du président Ouattara, alors président en exercice de la CEDEAO, a joué en 2012 le rôle salvateur que l'on sait en vue du redressement du Mali. Le Premier ministre malien se dit satisfait de cette visite fructueuse de 48 heures, marquée par des séances de travail et de ce dîner qui vient clore en beauté son séjour en terre ivoirienne. Comme annoncé, on va à présent parler programme social du gouvernement. L'électricité pour tous en est un volet essentiel. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko était cette semaine à Worofla dans la région du Ouorodougou pour procéder à la mise sous tension de 5 villages. Une connexion au réseau électrique national qui réjouit au plus haut point les populations sur place. Abou Sanogo, de retour de Séguéla. Bona, village de plus de 500 habitants dans la sous-préfecture de Worofla dans la région du Ouorodougou. Ici, la lumière fait défaut depuis toujours. L'électrification de leur village, les populations l'attendaient. Le village attendait ça depuis très fort longtemps. Donc aujourd'hui, nous sommes très contents parce que vraiment, c'est que nos rêves ont été réalisés. Au moment où on partait à l'école, c'est la paille qu'on allumait pour pouvoir étudier avec. Aujourd'hui, voir tous les villages, la sous-préfecture de Worofla électrifiée. Vraiment, c'est une joie pour nous. L'électricité, c'est la clé de l'émergence, du développement de tout village. Vraiment, nous remercions particulièrement le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. C'est maintenant chose faite. En accueillant le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko dans la liesse et la ligresse, les populations de Bona ont démontré la joie et le soulagement qui les animent. Ahmed Bakayoko est venu leur apporter l'électricité. Par ce geste, Bona quitte définitivement l'obscurité pour la lumière. Un acte qui va améliorer les conditions de vie des habitants des cantons Nigbidougou et Ouatradougou qui sont reconnaissants au président de la République Alassane Ouattara et au gouvernement pour avoir mis fin à l'obscurité, à l'utilisation des torches, lampes et bougies. Sur 30 villages, il ne reste que 2. Et les 2 sont en cours. On peut dire que nous sommes presque à 100% de couverture nationale. Les vieux me chargent
de vous dire que c'est une marque de considération du chef de l'État à leur égard. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, s'est félicité de la grande mobilisation, puis a invité la population des cantons d'Igbidougou et Ouattaradougou à soutenir le chef de l'État Alassane Ouattara et son gouvernement. La maîtrise de l'énergie a permis l'élévation de tous les peuples. Et aujourd'hui, ça va être une amélioration de la santé, de l'accès à l'eau. Et c'est vraiment un acte concret de développement. Et avec le Premier ministre qui a engagé cette action dans le cadre du plan social, tous les membres du gouvernement sont sur l'ensemble du territoire pour apporter un peu plus de bonheur à nos populations. La mise sous tension de Bona est étendue à 4 autres localités. Monso, Ouango, Bemana et Ké sont désormais connectés au réseau électrique. Cette activité s'inscrit dans le cadre du volet électricité du programme social du gouvernement. Et du côté du Lodjibois, dans le département de Lakota, ce sont 37 localités qui vont être connectées au réseau électrique national pour un investissement de plus d'1,6 milliard de francs CFA. Et c'est le ministre Amédée Kofi Kwaku qui a lancé l'opération pour cette région, en présence de Léon Broukwame de la station régionale RTI Boaké. Le ministre Amédée Kwaku d'actionner ces installations que la lumière a fut à Krikboko. Plus de 2600 âmes de cette localité dans le département de Lakota ont ainsi accès à l'électricité. Je fonctionne avec comme énergie solaire. Je suis courant actuellement. Parce qu'il est fort. J'ai des gros frigos, ça m'arrange beaucoup. Les villageois ils sont contents. Grâce au programme du président Alassane Ouattara, nous avons aujourd'hui le courant ici à Krikboko, à Godou, à Bessabois. Vraiment, nous disons merci. Krikboko, une des 5 localités de Lakota, porte à 13 le nombre de villages de la région du Lodjibois électrifiés entre 2012 et 2018. Sa mise sous tension électrique marque la phase d'accélération du programme national d'électrification rurale pour l'accès des villages de plus de 500 habitants à l'électricité. 2019-2020, 27 autres localités vont être électrifiées dans le département de Lakota, portant le nombre de villages électrifiés dans le département à 91, alors qu'il y a un total de localités de 98. Donc il va rester 7 localités. Mais les 7 localités vont être électrifiées sur la période 2020-2025. Au total, 98 nouvelles localités du Lodjibois prises en compte à l'horizon 2020 seront donc électrifiées, 234 sur les 249 villages de la région, des efforts qui traduisent la volonté du chef de l'État d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens, toujours selon le ministre Amédée Kwaku. Le président Alassane Ouattara n'a pas cherché à savoir est-ce qu'ici, dans la sous-préfecture de Guigui, est-ce qu'ils sont FPI, est-ce qu'ils sont PDCI, est-ce qu'ils sont RHDP. Il n'a pas regardé tout ça. Il a dit on donne de l'électricité à nos parents, on donne de l'électricité à la population. C'est ça la vision des hommes. Mais ça n'est possible que si notre pays est en paix, que si notre pays est stable, que si les Ivoiriens sont ensemble dans notre diversité. Comme l'électricité et l'eau potable, la route et les centres de santé sont in fine autant de retombées du programme social du gouvernement. La question de l'emploi des jeunes en particulier, est aussi au centre du programme social du gouvernement. Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, est intervenu sur les acquis et les nouvelles actions pour relever le défi de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. C'était à la tribune des rendez-vous du gouvernement. Acquis et nouvelles actions pour relever le défi de l'emploi des jeunes. C'est autour de ce thème que le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, a entretenu la presse nationale et internationale. Il ressort de sa communication que de 2011 à 2016, plus de 2 600 000 emplois ont été créés dans le cadre de 3 grands projets. Ce sont le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC, le contrat de développement et de désendettement C2D et l'agence Emploi Jeunes. Le C2D et le PGDEC sont financés respectivement à 32 et 50 milliards de francs CFA. Des acquis considérables ont été obtenus. Pour le volet stage, ce sont à peu près 4 213 jeunes qui ont pu bénéficier de ce programme. Pour l'apprentissage, ce sont 10 803 jeunes bénéficiaires. Pour les chantiers écoles, c'est 944 jeunes bénéficiaires. Pour la formation
professionnel, c'est 987 jeunes bénéficiaires. Pour l'entrepreneuriat, c'est 17 017 jeunes bénéficiaires. Et pour les TIMO, 24 386 bénéficiaires. À ce jour, le projet C2D Emploi Jeunes totalise 20 774 bénéficiaires. Ces acquis importants n'occultent pas les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets. Pour y remédier, plusieurs réformes sont annoncées. Au titre des réformes et actions entreprises, nous pouvons noter que pour relever les défis et apporter des réponses notables, des actions prioritaires ont été entreprises. Il a été recommandé au cours des États généraux de réformer le cadre juridique et réglementaire de la jeunesse. Le gouvernement a adopté le 19 octobre 2016 la politique nationale de la jeunesse sur la période 2016-2020. Améliorer la prise en charge des jeunes sur les différents sites de l'Agence Emploi Jeunes à travers le renforcement de nos services d'accueil d'école Sainte-Heure. La mise en œuvre de ces réformes garantira le succès du programme social du gouvernement dans son axe 4 sur l'insertion des jeunes. Chiffres à l'appui, Mamadou Touré répond aux préoccupations des journalistes. Il annonce pour les 2 prochaines années l'insertion socio-professionnelle de 500 000 jeunes. C'était un reportage de Didier Nguesson. Didier Nguesson que l'on retrouve à l'hémicycle où le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2020-2022 vient d'être présenté par Moussa Sanogo, le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État. Les députés en ont pris connaissance et ont fait des observations. Le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, était devant les députés ce 27 juin. Objectif, leur présenter le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2020-2022 pour permettre aux élus de la nation d'apprécier la politique de développement du gouvernement. Le DPPEP évalue sur 3 ans le niveau global des recettes attendues et des dépenses programmées de l'État. Il couvre également les collectivités décentralisées et les organismes publics, notamment les entreprises publiques, les établissements publics et les organismes de protection sociale. Le DPPEP fixe par ailleurs les objectifs d'équilibre budgétaire et financier sur le moyen terme en application des dispositions du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité de l'UEMOA. Les députés des groupes parlementaires PDCI, Rassemblement et RHDP ont fait quelques observations, notamment l'élargissement de l'assiette fiscale et une meilleure affectation des ressources de l'État. Après 6 heures d'échange, de propositions et contre-propositions, le président a mis fin à la séance. Donc, il s'agit donc pour l'exécutif de venir échanger avec les représentants du peuple pour définir un peu les grandes orientations auxquelles on va imprimer l'évolution des finances publiques au cours des 3 années à venir. Le budget programme, c'est la gestion axée sur les résultats. Vous savez, toute gestion axée sur les résultats permet à la Côte d'Ivoire d'être regardant sur les poches de recettes et les poches de dépenses. Et je pense que ça va améliorer au mieux même la gestion de notre pays. Le document de programmation budgétaire et économique a été élaboré sur la base de données provisoires. Ces données pourraient évoluer les mois à venir avant la présentation du projet de budget au Parlement. 11 000, c'est le chiffre du jour. 11 000 jeunes et moins jeunes traversent chaque année les frontières du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. C'est une étude de Save the Children qui le révèle. Le rapport a été présenté hier vendredi aux députés à l'Assemblée nationale. Le témoignage de Kolo Koulibaly. Une séance d'information et d'échange avec les députés. Save the Children présente un rapport sur le flux migratoire des enfants et des jeunes qui traversent les frontières maliennes, burkinabées et ivoiriennes. Ce flux est évalué à 11 000 personnes. L'organisation internationale demande le soutien des députés afin d'inciter les États concernés à initier des politiques communes de déplacement. Les centres sociaux qui sont à ces différentes frontières, avoir les moyens de prendre en charge les cas de vulnérabilité de ces enfants qui sont en mouvement. Par exemple, nos données ont montré que l'éducation était l'une des raisons majeures qui faisait que les enfants bougeaient. Donc, ça pourrait aider les États à prendre des mesures en matière d'éducation pour leurs enfants et donc à freiner ces mouvements ou alors à les encadrer
et à les protéger. Les données présentées ont fait l'objet de longs échanges avec les députés présents sur cette mobilité des enfants. Une étude menée par Save the Children entre octobre 2018 et mai 2019. Ensemble, nous allons faire des propositions pour que ces enfants soient protégés. Également, trouver vraiment un cadre d'encadrement pour ces enfants-là. Si les fondamentaux de l'éducation sont renforcés dans les 3 pays qui sont concernés par l'étude, mais ce sera déjà un grand frein au flux migratoire. Parce que l'étude a montré que plus les enfants vont à l'école, moins ils se déplacent. L'organisation internationale Save the Children entend également promouvoir ce rapport auprès des autres parlements du Mali et du Burkina Faso, afin que les gouvernants adressent au mieux la question. À présent, les activités de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Mariatou Koné est en mission dans la région de Gbeke. À Sakassou, au nom du gouvernement, elle a indemnisé des dizaines de victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire. À Assandré, c'est une école primaire réhabilitée dans le cadre du Fonds national de solidarité que la ministre a remise officiellement aux populations. Reportage RTI Boaké, Kader Sogodogo. Ces images sont celles de l'école primaire publique Château à Assandré. Nous sommes dans le département de Sakassou. Quelques mois après, le sourire du ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, traduit toute la volonté du gouvernement de mener à bien son programme social. Dans le cadre du Fonds national de solidarité, ce sont plus de 42 millions de francs CFA qui ont servi à la réhabilitation de cette école qui est remise officiellement. Cette action s'inscrit dans le contexte du programme social du gouvernement sous l'autorité de son Excellence M. Amadou Bon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, et dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de réparation communautaire des préjudices des crises survenues en Côte d'Ivoire, qui a fait l'objet d'un plan national de réparation 2017-2020, plan élaboré avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. C'est avec cette joie débordante des écoliers de Assandré que le cortège ministériel met le cap sur la salle de réunion de la préfecture de Sakassou. Ici, le gouvernement apporte sa compassion aux victimes des différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues. 18 ayants droit de parents décédés ont reçu chacun 1 million de francs CFA. 11 victimes des blessés ont reçu 150 000 francs CFA et un bon de prise en charge médicale chacun. Il y en a qui prennent le million et qui disparaissent avec. Et puis on continue de dire, mais l'État n'a rien donné. L'État n'a rien donné. La famille attend alors que quelqu'un a déjà pris. Donc nous voulons que les personnes qui prennent montrent à la famille qu'elles ont bien reçu 1 million de francs CFA. Et puis c'est le nom d'une personne qui est sur un chèque, mais l'argent qu'on donne c'est pour toute la famille. Ces efforts du gouvernement sont salués par les bénéficiaires. Nous, victimes, nous sommes heureux de vous voir à nos côtés. Merci d'être infatigable pour la cause de la paix. Merci à travers vous au président de la République, Alassane Ouattara, à tout le gouvernement et à toutes nos autorités locales. Que Dieu continue de vous assister et qu'il nous apporte la paix. Après Sakassou, c'est Béoumi qui va recevoir la mission gouvernementale conduite par Mariatou Koné. Le gouvernement vient assister les victimes du récent conflit intercommunautaire qui a fait plusieurs morts et des blessés. Women Wake, femmes, réveillez-vous. Réveillez-vous et prenez conscience de vos potentialités économiques. C'est en tout cas un vœu cher à US Alumni Côte d'Ivoire qui a organisé récemment une activité à Adoumagan dans le département de Jacquesville en collaboration avec l'ONG Yelemba. Il s'est agi de sensibiliser les femmes à l'entreprise d'une activité génératrice de revenus. Reportage Théodore Zouzou dans un récit de Didier Nguessan. Ambiance festive sur cette place balnéaire du village d'Adoumangan, département de Jacquesville, dans la région des Grands Ponts. Ce village reçoit l'association des bénéficiaires ivoiriens des programmes de formation des États-Unis US Alumni Côte d'Ivoire et son partenaire l'ONG Yelemba. Ces deux organisations sont venues s'imprégner des potentialités économiques des femmes du dit village et de celles de Djassé.
et les sensibiliser à entreprendre une activité génératrice de revenus en vue de leur autonomisation. L'objectif, justement, c'est de donner à ces femmes des outils, des clés pour qu'elles puissent être autonomes, et c'est de mettre vraiment les femmes de l'intérieur du pays au même niveau d'information. Au nombre de 150, ces femmes d'Andomanga et de Gassé ont été édifiées par l'expérience de plusieurs femmes entrepreneurs. Ces échanges impacteront positivement la vie de ces femmes. Il s'agit de recueillir déjà les problèmes, les attentes des femmes, qu'est-ce qui les empêche vraiment de pouvoir être autonomes, et puis en fonction de toutes les informations collectées, leur proposer des réponses, des solutions pour que justement la situation change et qu'elles arrivent elles-mêmes à créer des richesses. Cette activité dénommée Women Wake Up, Femmes Réveillez-vous, a vu la participation des autorités administratives. Les femmes ont donné un coup d'éclat au village à travers une opération de salubrité. L'ONG Yelenba entend les mois à venir construire une école primaire à Doumangan. À Bingerville, c'est l'excellence qu'on a célébrée. Le Centre technique des arts appliqués de la commune a récompensé ses meilleurs élèves. Insertion professionnelle, quels enjeux pour la jeunesse ivoirienne? Voilà le thème de cette 5e édition de célébration de l'excellence. C'était en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie et du directeur général de la RTI, Christelle Bédéja, Patricia Omoitia. Ils ont respectivement obtenu 14 et 13 de moyenne. La mosaïque, le batik et l'expression picturale, autant d'activités qui ont permis à ces élèves du Centre technique des arts appliqués de Bingerville d'être célébrés. C'est une spécialité où il y a beaucoup de créativité parce qu'on crée beaucoup là-bas. Donc ça m'a vraiment motivé à aller là-bas parce que j'aime créer. Le directeur du centre s'est réjoui de la présence du ministre et de sa délégation, ainsi que des initiatives à l'endroit de son établissement. L'objectif premier, c'est de faire en sorte qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils doivent recevoir une formation de pointe. Avec cette qualité de production, il est sûr que quelqu'un qui a de l'ambition peut s'en sortir. Cette 5e édition, qui prône l'excellence, vise à encourager la jeunesse à l'autonomisation en vue de leur insertion professionnelle. Notre volonté d'accompagner le travail bien fait, d'accompagner les élèves dans leur créativité, et faire en sorte que la jeunesse ivoirienne soit une jeunesse qui ait confiance en elle, qui développe son potentiel et qui prenne en charge son présent et son avenir. Au thème de la visite guidée dans les ateliers, le ministre de la Culture a encouragé les parents à orienter leurs enfants vers les arts appliqués, car selon lui, c'est une mine d'or qui doit être explorée au bénéfice de la société. Combe avait déjà, ici à Bingerville, démarrer la formation pratique des jeunes à travers la sculpture. Et c'est cet héritage que l'État de Côte d'Ivoire perpétue en formant ici des jeunes. La visite s'est poursuivie au musée Combe, situé à l'intérieur du Centre technique des arts appliqués. Le musée Charles Combe compte au total 91 pièces composées de tableaux et de sculptures. Les pièces sculptées sont réalisées avec du matériel en bois, en pierre reconstituée. On part à l'international. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé à l'unanimité d'1 an le mandat de la MINUSMA, sa mission au Mali, malgré les critiques des États-Unis qui la jugent trop coûteuse et pas assez efficace. Les effectifs restent inchangés, mais les priorités évolue. Nous n'allons pas refermer ce journal sans nous rendre en Égypte où se joue la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. À l'affiche hier, Côte d'Ivoire, Maroc, plus efficace, plus soudé en attaque. Les Lions de l'Atlas ont surclassé la défense ivoirienne pour s'imposer 1-0. On écoute les joueurs après le coup de sifflet final. Une grosse déception, mais bon, c'est pas terminé, il reste encore un dernier match. Et je pense que voilà, faut rester concentré. C'est pas encore terminé, il faut rester concentré et continuer. On va se préparer et se servir de nos erreurs d'aujourd'hui et puis essayer de gagner le prochain match pour passer. On doit gagner, pas de préparation personnelle où on doit gagner pour passer. Ça, je l'avoue, ouais, je suis déçu, mais bon, ça fait partie de mon métier et puis je vais dormir, me réveiller et puis passer à autre chose. Ça n'a pas été facile, non? Vous avez vu, on a perdu. C'est pas bon qu'on perd un match, c'est pas bon qu'on perd un match. C'est parce qu'il y a des équipes qui ont manqué. On va se mettre au travail pour le prochain, le dernier match. Il ne faut pas que les Ivoiriens se trompent d'objectif. Comme j'ai dit, tout le monde parle de revanche, tout le monde parle
ce match-là comme c'était notre dernier match, le dernier match de notre vie. Le plus important, c'est la qualification, tout simplement. L'objectif principal en arrivant ici, c'était la qualification. Il nous reste encore un match pour se qualifier. On va tout faire pour le gagner. Allez les éléphants, la prochaine fois sera la bonne. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à la préparer. Merci à la régie, à Awa Savadogo, Sylvie Touré, Aurélia Drukula. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à demain, 13h sur la chaîne qui rassemble.